En l'an 1526, 3 paysans de la Touraine partirent faire une battue dans une vallée réputée dangereuse pour retrouver un chevreau égaré. Malheureusement, ils ne revinrent pas, avant 2 jours, étant donné qu'ils avaient oublié de prendre une carte et s'étaient paumés en chemin. Ils racontèrent être tombés par hasard sur un tombeau gigantesque enfoui sous un champ. Celui-ci, par sa taille prodigieuse, n'abritait probablement pas la dépouille d'un être humain. Intrigués par ces propos, une équipe de moines partit retrouver la tombe. Ils ne la retrouvèrent jamais, étant donné qu'ils avaient aussi oublié de prendre la carte et s'étaient égarés en chemin. Après être tombés dessus par hasard, ils retrouvèrent à l'intérieur un ancien manuscrit, relatant la vie et les exploits véridiques d'un géant qui aurait vécu quelques siècles plus tôt. Le vieux manuscrit, avant de mystérieusement tomber en poussière, fut recopié par un moine, de retour à son abbaye 2 jours après s'être paumé en race campagne. Il consigna pour la postérité les actes du géant Gargantua. Ceci est son étrange histoire, qui commençait par les mots suivants. « Putain, qu'est-ce que c'est paumé comme quoi à la Touraine ?» Au petit déjeuner de Gargantua, ne lui apportez pas, non surtout pas, un petit café crème avec quelques croissants. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose de plus consistant. Une vache, un mouton, un cheval, 3 cochons, 50 kilos de fromage, des milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera 10 poulets, 15 dindons, 20 canards, 100 pigeons, 300 tartins à la crème. Voilà ce qu'il faudra pour le petit déjeuner de Gargantua. Gargantua de François Rabelais, publié en 1534. Amis du bon goût, au revoir, car sachez-le tout de suite, ce bouquin n'est pas à mettre entre toutes les mains ni sous tous les yeux. Et ça, c'est Rabelais qui nous le dit lui-même dans l'introduction. Blagues de cul, scato, violence gratuite, paillardise, grivoiserie, irrespect. Rabelais ne nous épargne rien dans ce livre et s'en justifie, avertissant à l'avance que la plupart des choses qu'il a écrites sont des frivolités gratuites juste pour le lol. Une histoire donc pas faite pour les grands amateurs de littérature. L'auteur la dédicace d'ailleurs à un public tout particulier et pas franchement recommandable, celui des buveurs très illustres et vérolés très précieux. La vérole étant une MST qu'on chope en faisant un zigzag un petit peu n'importe où. Bon ben, un roman réservé aux alcoolos et aux chauds du slip, compris, pas pour moi. T'es quoi toi là-dedans? Les deux. Bref, un bouquin entier sur des blagues au premier degré, ça, c'est ce qu'il dit. Mais peut-être que derrière l'argument du « Non, c'était pour le lol », il y aurait autre chose, quelque chose qui demande peut-être un peu plus d'esprit. Dans la suite de son introduction, Rabelais affirme que toutes les blagues loufoques et non-sens ne sont que l'apparence du récit, et que sous ce qui paraît à première vue lourdingue, il pourrait y avoir un deuxième niveau de lecture, avec de belles leçons de vie pour peu qu'on se donne la peine de lire entre les lignes. Une méthode d'analyse qu'il compare à un os à moelle qu'il faut savoir briser pour avoir accès au contenu caché. Ou, comme il le dit lui-même, il faut sucer la substantifique moelle. Vous êtes donc prévenus, on a un philosophe paillard qui nous informe que son bouquin est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît, avec une métaphore sur la bonne bouffe. Ça va être long. Une chose à savoir avant de commencer le récit est que Rabelais n'a absolument pas inventé le personnage de Gargantua. Gargantua à la base c'est un personnage folklorique, le héros de plusieurs traditions populaires médiévales sur un gentil géant. Le protagoniste de nombreux récits circulant par transmission orale depuis des siècles partout en France, que chacun va récupérer, raconter et modifier à sa façon, ajoutant des péripéties ou modifiant des histoires déjà connues pour se réapproprier la légende et l'enrichir. Ainsi, en France, la légende de ce géant bon mais farceur a surtout servi à inventer des origines fantastiques à plusieurs formations géologiques de grande taille, dont les superstitions antiques attribuaient la fabrication à des géants, puis plus tard des maladresses ou des jeux de Gargantua. On retrouve par exemple de nombreux sites en France rattachés à son nom, notamment le doigt de Gargantua au Cap Fréhel, la dent de Gargantua en Bretagne, l'épaule de Gargantua dans l'Eure, la tasse de Gargantua dans la Creuse, le palais de Gargantua dans la Sarthe, etc., etc. Bien sûr, pour Rabelais, le but du roman n'était pas d'expliquer la présence de telle montagne ou menhir dans telle région, mais bien de servir un but philosophique tout en s'amusant. Par exemple, les histoires de juments géants rasant la forêt et donnant naissance aux grandes étendues vides de la Beauce, ou le vol des cloches de Notre-Dame de Paris par le géant existaient bien avant Rabelais, dans des dizaines et des dizaines de versions différentes. L'originalité de Rabelais, c'était d'avoir compilé toutes ces traditions dans un roman qu'il a mis au service d'un idéal, la défense de la philosophie humaniste. Alors qu'est-ce que l'humanisme? L'humanisme, c'est un courant littéraire et philosophique qui met l'accent sur l'homme et sur son amélioration par le développement intellectuel, grâce à une éducation complète et un accès sans limite à tous les savoirs existants. Un courant né au XVIe siècle qui coïncide avec la redécouverte des cultures antiques, latines et grecques pour les sources, et avec l'invention de l'imprimerie pour le support et la diffusion des idées. Un courant enfin dont font partie Rabelais en France, Pétrarque en Italie, Erasme en Hollande et Thomas More en Angleterre, qui n'auront de cesse de promouvoir l'éducation comme moyen de perfectionnement du genre humain.
Avant que les guerres de religion et ces massacres atroces ne fassent perdre foi en l'humanité à toute l'Europe, convainquent tout le monde que les êtres humains ne sont que des barbares violents et cupides et n'enterrent l'humanisme dans les poubelles de l'histoire. Donc les humanistes, bien joué, mais non. Mais bon, on est en 1534, on est encore dans la période optimiste, où les philosophes se permettent même d'écrire des récits légers ou paillards. Et si l'histoire de Gargantua en elle-même est connue, ce qui importe à l'écrivain, c'est avant tout la diffusion des idéaux humanistes qu'il fait à travers la narration des aventures d'un héros populaire bien connu, qui elle ne constitue qu'un prétexte pour une bonne leçon de philosophie. C'est pas con comme concept ça. Oh, qui vit dans une caverne au fond de la terre, qui veut retourner à la lumière, qui a compris que le vrai c'est le monde des idées, qui n'a pas peur des grands méchants sophistes. C'est le plus grand exploiteur toute la bourgeoisie, Picsou, Picsou. C'est le grand accaparateur du taux de profit, Picsou, Picsou. Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Frustré, complexe, névrose et incestueux. Petit ours brun. L'incipit du roman veut dès le début tromper le lecteur en faisant croire à un petit fake, affirmant que le récit de la vie de Gargantua est tiré de faits réels. Rabelais invente toute une histoire sur la découverte de la tombe gigantesque de Gargantua dans un coin quelque part en Touraine, à l'intérieur de laquelle on aurait retrouvé un livret ancien, appelé Les Formules Antidotées, une compilation de généalogie et de chroniques racontant les faits et exploits méconnus du géant. Ouais. Ça fait quand même un peu found footage tout ça. Vous savez, le genre de fiction qui prétend être tirée de sources soi-disant authentiques et véridiques pour mieux faire vibrer le public. Genre, vous savez, comme le projet Blair Witch, ou Cannibal Holocaust. Yes! C'est mon film érotique préféré. Vas-y, on se fait la soirée ciné. Non, dégage, dégage. L'histoire commence par la généalogie de Gargantua, fils du géant Grand Gousier, roi de Touraine, et de la géante Gargamelle. Avant même sa naissance, la grossesse de sa mère est assez exceptionnelle, puisqu'elle porte Gargantua pendant 11 mois. De plus, le jour de l'accouchement tombe pendant un banquet. Et comme Gargamelle a à ce moment-là l'estomac plein de s'être empiffré de tant de viande, son fondement est bouché, si bien que le bébé s'échappe du ventre et remonte tout l'organisme pour finalement sortir par l'oreille de sa mère. En même temps, si c'est par là qu'il est rentré... Comment ça? Ah non. Cette scène est évidemment une parodie des histoires de naissance miraculeuses que Rabelais n'hésite pas à mettre en égalité avec la nativité du Christ pour mieux s'en moquer, dénonçant une profonde ignorance de l'anatomie de la part de ses contemporains. Car même si à l'époque l'enseignement des sciences physiques était verrouillé par l'église, l'anatomie notamment, Rabelais en effet pratiquait la dissection des cadavres, ce qui était normalement interdit, pour mieux connaître le fonctionnement du corps humain. Enfin ça, c'est quand il avait pas un coup dans le nez. Elle est pas cuite, vos viandes, c'est encore bleu à l'intérieur. Après cela, Rabelais va nous raconter l'enfance de Gargantua, comment il buvait le lait de 12 vaches par jour pour être rassasié, les farces qu'il jouait à ses serviteurs, etc. Ah, et puis il nous raconte aussi quels vêtements il portait quand il était gamin, de quelle couleur ils étaient, et quelle était la signification de ces couleurs. Pendant 5 chapitres. Mais bon sang, on s'en fout, on n'est pas dans un traité sur le design des temps jadis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le manteau de Gargantua était bleu comme ci et pas comme ça, parce que ça symbolisait l'espérance ou une connerie du genre, comme le disait tel auteur antique dans tel bouquin obscur. Puis même, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces vêtements d'enfant tout court? Ça sert à rien de se concentrer autant sur les vêtements que porte quelqu'un ou sur leur couleur, franchement, on en a rien à foutre. Mais attends, c'est pas la même chemise? Rien à foutre. Enfin, on pouvait déjà se douter du caractère bon vivant du géant, puisque ses premiers mots à la naissance ont été « à boire ». Et surtout, rappelez-vous que l'alcool est à consommer avec modération. Un jour de retour de chasse, Grand Gousier peut pleinement réaliser l'étendue de l'intelligence de son fils, lorsque celui-ci vient lui annoncer que grâce à ses connaissances supérieures, il vient d'inventer... le parfait torche-cul. En effet, Gargantua prétend qu'il n'existe pas de meilleure option que de se torcher le cul avec un bel oison bien dufteux. Gargantua disserte ensuite sur l'ingéniosité de sa trouvaille, en affirmant avoir essayé avec d'autres objets, tels que le pelage d'un chat, une tapisserie ou même la robe d'une servante. Arrête de t'abrutir la tête devant la télé. Lis un bouquin plutôt, cultive-toi un peu. Il n'est pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien dufteux. Tu t'es relu quand t'as bu? Impressionné par les capacités de son fils, Grand Gousier lui choisit alors un précepteur, maître Tubal Holoferne, qui lui enseigne l'alphabet et les textes classiques à l'envers et à l'endroit pendant 3 ans, sans jamais lui apprendre à les comprendre. Un résumé à peine caricatural de l'éducation classique selon Rabelais à cette époque. Finalement, constatant la médiocrité de l'éducation de son fils, Grand Gousier fait appel à un précepteur plus moderne, le savant Ponocrate, qui décide de reprendre l'éducation du géant Azéro et le fait monter à la capitale pour y faire ses études.
C'est ainsi que Gargantua, chevauchant une gigantesque jument, accompagné de son prof, Ponocrate, de son page Eudémon et de son maître d'armes Gymnaste, se rend à Paris pour y recevoir une éducation digne de ce nom. Il a dû faire sensation. Oh mon Dieu, j'aurais jamais cru en voir un en vrai. Je pensais que ça n'existait que dans les légendes. C'est incroyable. Comment tu dis que ça s'appelle déjà? Les anciens appelaient ça un provincial. Ah, je les voyais pas du tout comme ça en vrai. À son arrivée, il attire rapidement l'attention puisque les Parisiens curieux se précipitent sur lui pour l'observer comme un phénomène de foire. Gêné par cet accueil un peu trop enthousiaste, Gargantua se réfugie au sommet de la cathédrale de Notre-Dame, et, réflexe bien connu de tous ceux qui découvrent Paris pour la première fois, est pris d'une inextinguible soif de meurtre envers ses habitants, qu'il assouvit en tuant tous ses poursuivants par noyade en leur pissant dessus. Mais du coup, c'était quoi la substance flic moelle là-dedans? Ah, c'était pour le lol. Après quoi, pour les humilier d'autant plus, il s'empare des cloches de Notre-Dame et s'enfuit avec. Pour récupérer les cloches volées, l'université de la Sorbonne, qui existait déjà à cette époque, décide d'envoyer un professeur de rhétorique pour convaincre le géant de rendre son butin. Ils envoient pour ça un vieux sophiste nommé Janotus de Bracmardo. Putain, t'es sérieux, les noms grivois maintenant? Bracmardo... Hey, mais c'était mon pseudo quand j'étais jeune! Le fameux maître, en bon représentant dans le récit de l'éducation superficielle de son temps, fait donc une harangue maladroite, confuse, pompeuse, pédante et inutile devant Gargantua, qui de toute façon s'est arrangé pour rendre les cloches avant, de façon à ne se payer la tête du pauvre con. Dans ce passage, l'auteur lance une charge satirique contre les tenants de l'éducation de son époque, à savoir les intellectuels formés à l'université de la Sorbonne, qu'il appelle les sophistes, en référence aux ennemis de Platon dans l'Antiquité. L'auteur parodie par exemple leur savoir superficiel, qui consistait plus à citer des auteurs classiques comme argument d'autorité qu'à former des argumentations concrètes et à réfléchir par eux-mêmes. Cela à cause de l'éducation rigide dispensée par la Sorbonne, où la faculté de théologie, intransigeante et inquisitrice, s'occupait de condamner tout ce qui allait à l'encontre de la morale chrétienne et de l'orthodoxie religieuse, figeant les savoirs disponibles dans la pierre. Les écrits particulièrement grivois de Rabelais en feront les frais d'ailleurs, puisque ces deux romans, Pantagruel puis Gargantua, seront tous les deux censurés par la Sorbonne, véritable gardienne de l'ordre moral de son époque. Un comble quand on sait que l'université de la Sorbonne sera le point de départ du mouvement libertaire nommé 68, quelques 4 siècles plus tard. Baise les fachos! Ouais, suisse, pas substantifique, ouais. Après cette... Golden Shower géante. On a besoin de moi. Non. Après cet incident, Ponocrate reprend en main l'éducation de son élève, et il lui fait suivre un programme très complet. Et puisque dans une éducation humaniste, il faut un esprit sain dans un corps sain, Gargantua adopte un régime alimentaire adapté à son gabarit, et dévore chaque jour des montagnes de tripes, de pâtés, de viande en sauce, de volaille et de charcuterie. Mec, je suis au chiotte, y'a plus de PQ, tu peux me passer le... Ouais, ok. En dehors de ça, dans la journée, on lui apprend tout le corpus des savoirs les plus importants. Les sciences, les arts, la philosophie, on lui lit la Bible, l'histoire, on manipuler les armes, il observe les étoiles avec son maître pour les cours d'astronomie. Tout ce qu'on imaginait être l'éducation parfaite pour un individu accompli de cette époque. Ça va, toi? J'ai pas envie d'en parler. Mais laissons Gargantua à ses études et revenons sur les terres de Grand Gousier, alors qu'un drame s'y produit. Des paysans de Grand Gousier voient passer le chariot d'un marchand issu d'un royaume voisin, transportant des fouasses qu'il emmène vendre au marché. La fouasse, c'est une sorte de pâtisserie qui s'appelle selon les régions des fouets ou des fous, etc. Les paysans demandent poliment à acheter quelques fouasses aux marchands, mais ceux-ci, par orgueil et condescendance, refusent de leur en vendre et tentent de disperser la troupe en les frappant avec un bâton. Les paysans ripostent, tabassent les marchands, et leur prennent quelques fouasses, mais avec l'honnêteté de leur donner l'argent qu'elles coûtaient. Et tout aurait pu s'arrêter là, sauf que les marchands, piqués dans leur orgueil, rentrent dans leur pays et vont se plaindre de cette agression au souverain local, un personnage hargneux, colérique et belliqueux appelé Picrocole, le roi de Lernée. Indigné par cet affront contre ses intérêts commerciaux, le souverain rejoint les intérêts de ses marchands et le complexe militaro-pâtissier entre en action, lorsque Picrocole déclare la guerre au royaume de Grand Gousier, accusé certainement de cacher des armes de consommation massive. Parce que visiblement ils ont réussi à convaincre la communauté internationale que la Touraine représentait un danger pour la sécurité de ses pâtissiers, ou je sais pas... Les armées de Picrocole attaquent les terres de Grand Gousier par surprise et parviennent à s'emparer de quelques places fortes, notamment la ville de La Roche-Clermont, où Picrocole et son état-major se retranchent. Alors que les terres conquises sont livrées au pillage, les soldats de Picrocole attaquent une abbaye sur les terres de Grand Gousier, où ils ne font pas de mal aux moines, mais dont ils commencent à piller les caves et les vignes, et prennent tout le vin. Les moines se planquent dans l'église, sauf un, plus courageux que les autres, le frère Jean des Entomeurs, qui prend les armes pour défendre son picrate. Il s'empare ainsi d'un bâton et fonce tout seul sur l'assaillant. Wow! Ils cachaient bien leur jeu, ces hommes d'église. L'habit me fait poil, moi. Bitch!
Et c'est ainsi que Frère Jean, au prix de quelques scènes de violence totalement gratuites et étonnamment détaillées dans un bouquin pareil, éventrant et tripant les envahisseurs, parvient à les repousser et à leur infliger une grosse chlasse. Chassez au moine. Là, nous allons à présent évaluer les pertes. Comptez-vous. Bref, bravo Frère Jean, les vignes sont sauvés, mais Picrocole continue toujours les hostilités, depuis son quartier général de la Roche-Clermont, où il commence à ne plus du tout se sentir pété et à avoir la folie des grandeurs pour ses futures conquêtes militaires. Les conseillers militaires de Picrocole, en bons courtisans, flattent alors l'orgueil guerrier du prince et lui suggèrent, tant qu'il y est, de ne pas vulgairement se limiter à conquérir le territoire du voisin. Picrocole, qui se voit déjà en grand conquérant, devrait profiter de sa force pour tenter de conquérir ni plus ni moins que le monde entier, de l'Angleterre jusqu'au Maghreb et de l'Espagne jusqu'à la Terre Sainte. Empereur du monde. Mon monde. Non, rien. Le personnage de Picrocole et son caractère farouchement va-t-en-guerre et belliqueux est librement inspiré d'un grand souverain du temps de Rabelais, à savoir Charles Quint, à la fois empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, et par conséquent maître des colonies espagnoles en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Au XVIe siècle, Charles Quint avait déjà sur le dos les milliers de victimes de la conquête des Amériques et de la répression du protestantisme aux Pays-Bas, ainsi que des guerres d'Italie contre la France, d'où le ton parodique qu'emploie Rabelais contre l'ennemi national du moment. Il s'agissait à chaque fois de conflits où le moindre incident servait de prétexte à l'empereur pour agrandir les territoires sous son autorité ou mater les sujets récalcitrants. Pour l'anecdote d'ailleurs, ce souverain régnait sur un territoire si vaste qu'on disait que le soleil ne se couchait jamais sur son empire. Mais bon, vu qu'il avait le menton proéminent caractéristique de la dynastie des Habsbourg, personnellement, je me demande plutôt si le soleil se couchait jamais sur sa barbe. Grangousier décide d'envoyer une lettre à son fils à Paris, lui demandant d'arrêter ses études pour qu'il vienne l'aider en renfort tactique. Cependant, pour le précepteur Ponocrate, la guerre est aussi une bonne occasion pour une leçon sur comment appliquer les principes humanistes en temps de guerre. Bon, sur le chemin de Paris vers la Touraine, il arrive à Gargantua et à son escorte quelques anecdotes, assez mal insérées dans le récit, qui devaient appartenir au récit folklorique sur le géant. Par exemple, lorsqu'il arrive en vue d'une forteresse tenue par les soldats de Picrocole, qui lui tirent dessus au canon, ce qui ne fait au géant tellement pas plus d'effet qu'une piqûre de moustique, qu'il ne se rend compte avoir été bombardé qu'en se peignant les cheveux et en faisant tomber les boulets de canon qui étaient coincés dedans. De même, en chemin, Gargantua est pris d'une grosse fringale et aperçoit un champ de laitue. De manière assez cocasse, alors qu'il décide de s'en enfiler quelques milliers, des pèlerins qui s'étaient réfugiés dans le champ de laitue et s'y étaient endormis, ne remarquent absolument rien lorsque Gargantua, prenant son déjeuner, les bouffe. Oh mon Dieu! Sans faire exprès. Il les bouffe sans faire exprès, et il les recrache après. Mais bon, quand même... Enfin, Gargantua, Ponocrate, Gymnaste et Eudémon arrivent au château de Grangousier, où s'est également réfugié le frère Jean des Entomeurs. Pour fêter les retrouvailles, ils organisent un somptueux banquet, pendant lequel le géant sympathise avec le moine, au milieu des chants, de la bouffe et des pichets de vin qui coulent à flot. Et surtout, rappelez-vous que l'alcool est à modérer avec consommation. Le géant rassemble ses troupes avec son prof Ponocrate, son coach de sport Gymnaste, le frère Jean des Entomeurs, etc., etc. Ses armées vont à la rencontre de l'armée de Picrocole et les écrasent tous à plat de couture. Soldats, on va à nouveau évaluer les pertes. Comptez-vous. 1 demi. Ouh. L'ennemi est vaincu, mais suivant ses principes humanistes, Gargantua n'en profite absolument pas pour écraser et humilier l'adversaire. Au contraire, il se montre très miséricordieux envers les perdants. Il ne fait ni otages ni prisonniers, il renvoie les soldats ennemis chez eux avec leur salaire et la promesse qu'il ne leur sera rien fait de mal, et enfin il leur pardonne tous cette déclaration de guerre, certain que la bonté envers l'ennemi servira à réconcilier les deux royaumes. En bref, Gargantua devient l'archétype du souverain humaniste, mesuré et modéré, qui ne cherche pas la guerre, et qui, quand elle se met en travers de son chemin, fait tout pour épargner les vies innocentes. Ouais, Gargantua il a quand même noyé des Parisiens dans la pisse, quoi. Mais puisque je te dis que c'était pour le LOL! Picrocole, lui, s'enfuit discrètement après la bataille, mais il est intercepté par des brigands qui lui pètent la gueule et lui volent son armure et ses insignes royaux. Rabelais prétend qu'on n'entendit alors plus jamais parler de lui, à part pour une rumeur prétendant qu'il serait devenu mendiant dans un trou paumé. Parce que c'est bien connu que les tyrans ne s'éteignent jamais peinards dans leur lit. En récompense de son aide pendant les guerres picrocolines, le frère Jean des Entomeurs demande à Gargantua l'autorisation de fonder une abbaye sur ses terres, qu'il appelle l'abbaye de Thélème, une communauté religieuse avec ses propres règles de vie commune fondées sur l'idéal humaniste, dont la future devise est « Fais ce que voudras ». En contraste avec les modes de vie rigides et réglementés de tous les autres ordres religieux à l'époque, dont Rabelais, un ancien moine, est bien placé pour parler. Sur le papier, les moines et les nonnes de l'abbaye de Thélème formeront une petite communauté idéale, s'adonnant au jeu, au loisir, au travail mais avec modération, à la recherche et la discussion intellectuelle éclairée, à la prière, dans le respect de chacun des membres et d'une relation de convivialité et de solidarité, tout en pouvant bien entendu quitter l'abbaye dès qu'ils le désirent.
C'est une sympathique communauté unie, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde fait le bien en se tenant par la main, et sur les coups de 18h, tout le monde va s'enculer avec allégresse dans les champs de pâquerettes. L'abbaye Thélème inventée par Rabelais correspond à la mode littéraire de son époque d'imaginer des utopies, c'est-à-dire des sociétés idéales, centrées sur le bien-être humain, sans conflit ni hiérarchie. L'exemple le plus célèbre étant la société imaginaire de l'île d'Utopia, dans le traité du même nom de l'écrivain anglais Thomas More, qui a d'ailleurs donné son nom au genre, Utopia, qui signifie ailleurs en grec. Mais bon, l'histoire avec un grand H et le contre-genre de la dystopie nous ont appris depuis que c'est toujours en tentant de construire une société idéale, et en ne sachant pas équilibrer entre l'ordre et la liberté, qu'ils voulaient pourtant placer au-dessus de tout, que les idéalistes finissent par créer des communautés totalitaires, déshumanisant totalement l'être humain. Enfin, le frère Jean des Antomeurs est bien sympa, mais l'abbaye de Thélème, ça ressemblerait un peu à ça. Frère Mathias, que direz-vous d'une partie de jeu de pommes après dîner? Mais volontiers, frère Philippe. D'ailleurs, qu'avons-nous à manger ce soir? Eh bien, je ne sais point. Voici frère Eugène qui revient avec du gibier. Frère Eugène, c'est pour le repas de ce soir? Pas point, c'était pour le cabinet, il n'y avait plus de PQ. Votre attention mes frères et sœurs, le comité central de l'abbaye vous informe que suite à des problèmes d'approvisionnement, les cuisiniers ont dû se débrouiller avec le stock pour les chiottes. Pour conclure, on peut saluer la morale du livre, qui a voulu montrer qu'avec une bonne éducation, un personnage principal représentant la démesure totale puisqu'incarnant une démesure physique, a pu devenir un véritable idéal de sagesse, de justice et de bienfaisance, comme le prônait la philosophie humaniste. Et surtout, à savoir en toute chose, même quand il dominerait les autres par sa taille ou sa force, faire preuve de prudence et de modération. Et surtout, rappelez-vous que la modération est à consommer avec de l'alcool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 trucs ou que ça vous a fait un petit peu marrer. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire ou à partager la vidéo. Si vous souhaitez contribuer au succès de l'émission, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne ou à la page Facebook de l'émission Littéraculte. On se dit à une prochaine fois, d'ici là portez-vous bien et n'hésitez pas à relire vos classiques, parce que, sérieux. Il n'est pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien dufteux. Tu t'es vu quand t'as lu? Ciao! Une vache, un mouton, un cheval, 3 cochons, 50 kilos de fromage, des milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera quoi donc? 10 poulets, 15 dindons, 20 canards, 100 pigeons. Tous les jours de la semaine, ça recommencera. C'est comme ça que sont les repas de Gargantua. Gargantua.